auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Quelle justice pour la Guinée de la Troisième République? Eh bien, la question alimente la chronique à la cour d'assises de Conakry avec un débat particulièrement houleux sur la question. Vous savez que le ministère public a juré mordicus que les auteurs de l'attaque contre le domicile du président de la République se trouvent au box des accusés. Il a sérié les accusés en auteurs principaux, en complices et en accessoires. Il a mis le grappin contre le commandant AOB, Mme Fatou Badiar, et a bâti son accusation sur une demande de la peine de mort contre ses accusés. Je précise que le ministère public n'a fait que des propositions, contrairement à ce que l'opinion pense. Il n'y a pas eu encore de condamnation. La condamnation n'est que le fait de la Cour. Elle ne s'est pas retirée encore. C'est dans ce climat plutôt tendu que la défense entreprend les réquisitions du ministère public. Pour la défense, il n'y a point de doute. Chaque régime en République de Guinée a eu ses victimes. Allusion faite à la Première République avec la 5e colonne, assortie, mesdames et messieurs, de la fuite des cerveaux. Allusion faite à la mésaventure de Pinet, où le professeur Alpha Condé lui-même aurait été victime, mesdames et messieurs, de complot permanent. Et allusion faite à la mésaventure du procureur général lui-même dans les griffes du CNDD pour des motifs inavoués. En tout cas, ce sont des arguments développés par la défense pour justifier le bien fondé de la malgouvernance judiciaire qui a caractérisé notre pays dans sa genèse. Eh bien, aujourd'hui, la défense demande aux nouvelles autorités d'engranger la rupture. La rupture doit consacrer le droit et l'état de droit comme étant les fondements de la démocratie, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de bâtir. Vous êtes dans l'émission Gide. Gide à l'heure des plaidoiries, mesdames et messieurs, avec une succession des avocats de la défense. Nous avons suivi Maître Salif Oubeavogui, Maître Aboubakar Silla, Maître Michel Sonomou et actuellement Maître Amadou Ouri Diallo. Mesdames et messieurs, tous ces avocats se déploient pour demander purement et simplement l'acquittement des accusés au motif que les auteurs se trouvent ailleurs. Vous êtes dans l'émission Gide. Gide, c'est votre tribune débat. Pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée, merci de nous pratiquer. 50 ans ou 51 ans, Monsieur le Président. Âgé de 51 ans, ce ressortissant, ce digne ressortissant de Bofa a été incorporé dans l'armée guinéenne le 1er décembre 1985. Il est détenteur du brevet militaire parachutiste de novembre 1996 qu'il a obtenu en France, à Pau. Cela n'est pas donné à tous, Monsieur le Président. Il est titulaire du peloton 1 et 2, du kilomètre 36, major de sa promotion en 1987, Monsieur le Président. Cet homme mérite respect. Monsieur le Président, en fin 1987, il a obtenu un diplôme de brevet FIMACO qui signifie fusilier marin commando. C'est-à-dire, c'est un béret rouge qui peut se battre en l'air, qui peut se battre en mer et qui peut se battre sous terre, Monsieur le Président. Et il y a des images ici qui confirment cet état de fait, Monsieur le Président. Je vous avais présenté une photo ici de 5 Guinéens, dont 4 sont déjà décédés, qui ont fait cette formation. Pas en Angola, pas au Mozambique, encore moins en Afrique du Sud, mais en France, Monsieur le Président. En France. Et les images sont extraordinaires, Monsieur le Président. Il a suivi cette formation ici. Ils étaient 5 Guinéens, les 4 sont décédés. Cet homme est encore utile à notre société, Monsieur le Président. Il est encore utile. Et je voudrais préciser que depuis qu'il est rentré dans l'armée, il est toujours à la garde présidentielle. Monsieur le Président, ce n'est pas facile de maintenir le pouvoir. Hein. Grâce à lui, à sa garde, le général Lansana Conté passait tout son temps à dormir tranquillement dans la voiture.
Et la vie continuait paisiblement. Ce n'était pas donné à tous, hein. Lui que vous voyez sur le président. Le président Conté n'avait pratiquement pas de soucis, hein, pour ça. Parce que les agents de renseignement, pas à visage découvert, hein, dès qu'ils apprennent des murmures, il vous l'a dit ici, la garde est informée, les dispositions sont prises. La situation est anéantie. Et il ne faut pas vivre du complot permanent sur le président. Je souhaite pour mon pays qu'après ce dossier-là, aucun Guinéen ne se lève pour attaquer le chef de l'État. Moi, je le souhaite. Mais aussi, qu'aucun faux Guinéen ne se lève pour dénoncer des Guinéens honnêtes qu'on veut abattre sur le président. Donc, en 1989, il est reparti, monsieur le président, à Pau, en France, pour le certificat du stage des sous-officiers des troupes aéroportées. En 1990, il était à Saint-Mexnet, Saint-Mexin, école nationale en France également, des sous-officiers d'actifs, des bras valides de l'armée, sur le président. En 1993, il obtient le brevet militaire du moniteur parachutiste, qui était au nombre de 5, et dont 4 sont décédés, comme je l'ai dit. En 1996, il est en Naibei, en Chine, dans la plus grande école de l'armée de terre. En dehors du diplôme de l'école, le commandant Aobe s'est fait distinguer en décrochant des diplômes d'or, un champion de tir sur le président. On a dit qu'il n'était rien à la présidence, qu'il n'était rien auprès du général Lansana Conté. Le commandant Aobe est tout à fait derrière le général Lansana Conté lors d'une tournée à l'intérieur du pays sur le président. Je pense que ça, c'était une simple visite que le président Conté avait effectuée. Et vous voyez le béret rouge qui est derrière, côte à côte. C'est le commandant Aobe, monsieur le président. En France, lorsque le président Lansana Conté, paix à son âme, s'est rendu en France, il était en compagnie du commandant Aobe. Le parquet général, il n'était rien, il ne faisait rien, il n'était rien. Ah. On ne peut pas être rien et être à côté du général Lansana Conté, comme ça. Pas possible. Lorsque le président Conté fut attaqué en 1996, le président du Burkina Faso est arrivé, le président Blaise Compaoré. C'est lui qui réceptionnait les autres à l'aéroport. Alors ça, c'est le président. Encore plus intéressant, lorsque le président Jacques Chirac est venu en Guinée ici, je crois qu'il est venu une seule fois. Vous voyez le commandant Aobe, encore. C'est lui qui était dans le cercle restreint de la sécurité sur le président. Lorsqu'on raccompagnait M. Jacques Chirac, et je souhaite que le parquet général regarde ces photos hein, sur le président. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est encore le commandant Aobe qui a raccompagné le président Jacques Chirac en compagnie de sa femme, Maman Henriette Conté. Je crois, le roi Arafat, Yasser Arafat, ce combattant de la liberté, vous le voyez côte à côte avec le commandant Aobe et le président Lansana Conté. C'est le président. Encore Arafat, président Conté, le commandant Aobe. Une revue des troupes, juste derrière lui, garde rapproché, très rapproché, hein, Aobe, le président Conté. Encore, monsieur le président, une revue des troupes. Il avait plus de 1000 photos sur le président. 1000 photos. Mais toutes ces photos-là ont été déchirées
lors de la descente militaire organisée à son domicile et de la prise en otage de sa famille. Ces diplômes ont été volés et brûlés, Monsieur le Président. L'homme qu'on a présenté comme étant bien. Monsieur le Président, vous êtes juge, mais vous avez le souci du développement de ce pays. Hein. Acquittez cet homme-là. C'est un moniteur. Il est encore resocialisable. Dieu merci, il n'a pas trouvé la mort. Faites-le revenir dans la société. Il a encore un rôle à jouer. Ne le condamnez pas à mort, Monsieur le Président. Celui-là pour qui la partie civile et le parquet se battent a vécu dans un pays qui a aboli la peine de mort. Donc, Monsieur le Président, c'est à contre-pied. C'est à contre-pied du réquisitoire. Hein. Je vous prie, Monsieur le Président, d'acquitter purement et simplement le commandant AOB. Il est là parce que depuis longtemps, on devait capter le pouvoir entre les mains du général Lansana Conté, mais on n'a pas pu grâce à lui. Donc il faut l'humilier. C'est ça, Monsieur le Président. Je vous prie de le regarder très bien et d'accepter de l'acquitter. Je vous remercie sur ce point. Et je referme la page du commandant AOB et le relais sera fait par mes confrères. Monsieur le Président, dans la catégorie des auteurs principaux, on a parlé de M. Jean Guilavogui, que le parquet général n'a pas ménagé en disant que Jean Guilavogui s'est retranché dans son patois. Cela a été déjà répondu. Je ne compte plus y revenir. Monsieur le Président, encore un autre innocent dans cette affaire. En effet, nul de bonne foi ne saurait contester que l'accusé Jean Guilavogui a été appelé par son ami Émile Guilavogui qui lui avait demandé de l'accompagner. C'était dans la nuit du 18 juillet 2011. En tout cas, c'est ce qui ressort de son interrogatoire à la barre les 11, 12, 13, 14 janvier 2013 et les jours qui ont suivi. Dans un langage clair, précis, sans ambiguïté, sans aucun doute possible, l'accusé Jean Guilavogui a affirmé avoir été surpris de se retrouver dans un quartier qu'il a finalement identifié comme étant Kipé, pris en otage par des assaillants qui s'exprimaient en majorité en français. Langue qu'il ne maîtrise point. Langue officielle qu'il ne maîtrise point. Dans le groupe, il a été établi ici, à la lumière des débats, des questions intervenues de part et d'autre, des confrontations, que le nommé Jean Guilavogui n'avait pu identifier ni reconnaître parmi les assaillants que les nommés Émile Guilavogui, Mamadou Bobo Diallo, tous en fuite, Monsieur le Président. Ça, c'est acte au débat. Il a été également démontré ici, à la lumière des débats, que l'accusé Guilavogui s'est retrouvé là par le fait du destin. Car il n'avait nullement été contacté par qui que ce soit et n'avait nullement fabriqué des boubous de protection pour qui que ce soit. D'ailleurs, il n'a ni tiré, ni aidé à tirer, Monsieur le Président. C'est important. Il n'est même pas descendu du véhicule qu'il avait transporté. D'ailleurs, encore, il était pris en otage et n'était pas libre de ses mouvements. Il a été établi qu'une grenade avait éclaté dans sa main avant d'être abandonné en ville. Sur sa demande, il fut transporté à l'hôpital Camp Mami Samori
des soins et interrogatoires musclés et incommodes, musclés et incommodes, par un certain commandant Keta de la gendarmerie du père de la DIJ, dirigé par le commandant AOB. Monsieur le Président, c'est bien ce commandant qui avait présenté une liste dans laquelle figuraient les noms suivants. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, M. Selouda Lendialo. Il avait été demandé à Jean Guilavogui de citer ces deux noms pour avoir la vie sauve. N'ayant pas accepté de citer ces deux noms, il a été 2 fois amputé du bras. Aujourd'hui, il est handicapé à vie parce que son bras a été coupé à l'épaule, Monsieur le Président. Il est devenu un homme diminué physiquement. Personne ne souhaite, en tout cas, un tel sort à son prochain. Si ce n'est que celui-là qui a tenu un tel langage, c'est bien fait pour lui. Il est audacieux, Monsieur le Président. Nul ne peut, Monsieur le Président, souhaiter le malheur pour son prochain. Qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman. Dieu est pour tout le monde, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la liste qui avait été présentée n'avait pas été agréée par Jean, ce Jean Guilavogui. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Il en regrette et il en regrettera durant toute sa vie. Étant en prison, des démarches sournoises avaient été entreprises en sa direction. La défense y était érigée en disant non, non et non. Tout ce qui n'est pas discuté dans cette salle ne doit pas être discuté à la maison d'arrêt. Sinon, des tractations ont été engagées pour amener l'accusé Jean à déverser le mensonge, la délation, les contre-vérités sur ses causes accusées. Mais il est resté fidèle à sa vérité, Monsieur le Président. Il est resté digne, il est resté honnête. Il a dit qu'il ne connaît personne dans cette affaire, si ce n'est que Émile et Bobo qu'il avait entraîné sur les lieux, et les deux ont pris la poudre d'escampette, Monsieur le Président. Sinon, s'il avait cédé à ces tractations, à ces manœuvres dilatoires, Monsieur le Président, à cette amitié mielleuse et empoisonnée, Monsieur le Président, parce que je suis surpris, lorsque Jean est passé ici, le 11, le parquet général l'avait félicité. Jean, merci, tu as été bien, tu as combattu. Ah, on félicite quelqu'un. On le remercie pour sa véracité et on demande la peine de mort pour lui, Monsieur le Président. On demande la peine de mort pour quelqu'un qu'on a remercié, qu'on a félicité pour sa franchise. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu tellement de variations que moi, Monsieur le Président, j'en garde un souvenir, Monsieur le Président. J'en garde un grand souvenir, Monsieur le Président. Jean, le moment venu, tu sauras ce que tu as fait. Mais il vous a été demandé de le condamner à mort. Alors qu'il a déjà été amputé d'un bras, Monsieur le Président. Et il avait promis reconnaissance publiquement, officiellement, dans cette salle. Il n'a pas tenu promesse, il n'a pas tenu parole, Monsieur le Président. Ça, je le regrette. Quand on dit quelque chose librement, il faut en donner effet. Donc, ce Jean, nous avons eu raison. La défense a eu raison de vous demander de vous méfier. Hein? Et vous vous êtes méfié. Vous vous êtes méfié. Parce que ici, dans cette salle, le parquet a un objectif. C'est d'obtenir la condamnation de tous, en dehors des 8. Même là aussi, hein, Monsieur le Président. Mais vous êtes resté serein, vous êtes resté égal à vous-même. Vous n'avez jamais voulu impliquer, parce qu'à cette phase du procès, dénoncer un autre accusé fait planer le doute. Et la Cour
qui vous juge n'a pas de compte à rendre. La Cour doit avoir une simple conviction. Monsieur le Président, vous êtes resté honnête, digne. C'est ça, M. Jean. On vous a dit que vous parlez parfaitement français. Alors que moi, je sais pertinemment que vous ne parlez pas français. Ou si vous parlez français, c'est le français de la rue qui ne peut pas vous servir à la barre d'une cour d'assises. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, l'accusé Jean-Guy Lavogui mérite respect et considération. Et nous estimons que les faits sous-relatés, Monsieur le Président, militent en faveur de l'accusé Jean-Guy Lavogui qui doit être acquitté. Monsieur le Président, il devra être acquitté pour charge non établie des infractions à lui reprochées, Monsieur le Président. Si par extraordinaire, la Cour ne venait pas à être convaincue sur cet argument, je voudrais qu'elle tienne compte de l'article 59 du Code pénal. Cet article est valable aussi bien pour l'accusé Jean-Guy Lavogui que pour l'accusé le commandant AOB. Cet article, tous les professionnels qui sont là doivent le savoir à mon avis. Parce que cet article pose le principe de la non-imputabilité. Il ne faut pas confondre avec les faits justificatifs, Monsieur le Président. Les causes de non-imputabilité supposent que l'infraction a. Mais celui-là qui en est l'auteur ne peut être poursuivi parce qu'ayant été placé dans une situation dans laquelle il n'a pu résister. Voilà un peu le contenu de l'article 59, qui dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence, était contraint par une force à laquelle il ne pouvait résister. Jean était dans une situation dans laquelle il ne pouvait nullement résister. Et il n'a posé aucun acte répréhensible. Monsieur le Président, pour clore le chapitre Jean, il nous a été projeté ici des images d'une Jeep de gendarmerie dans laquelle Jean est assis avec des gris-gris sur la poitrine. Monsieur le Président, un gendarme qu'on n'a pas pu identifier. Monsieur le Président, ces images ont été tronquées. Ces images ont été traficotées, Monsieur le Président. Ces images ont été inventées. Jean blessé, Jean retrouvé dans un fossé, c'est lui-même qui a demandé secours à la gendarmerie. La gendarmerie est venue sur les lieux. On a embarqué Jean qui ne possédait ni arme, ni gris-gris. Même la culotte fétiche qu'il porte, Monsieur le Président, on a fait porter cette culotte à Jean. Jean ne portait pas cette culotte lorsqu'il partait. Il était habillé le plus simplement que il n'avait pas de dessous, Monsieur le Président. Ce sont les gendarmes-là qui l'ont fait porter cette culotte. Ce sont les gendarmes-là qui l'ont fait habiller ces gris-gris, Monsieur le Président. Parce que si vous regardez même les images derrière la maison centrale, vous voyez certains militaires qui sont habillés en gris-gris, Monsieur le Président. Ça en dit long. Ces gris-gris-là ont été placés là dans le souci, Monsieur le Président, d'agrémenter le dossier, de charger davantage l'accusé Jean-Guy Lavogui. Donc, Monsieur le Président, j'estime que l'accusé Jean-Guy Lavogui doit être, Monsieur le Président, très respectueusement acquitté dans cette affaire parce que nous ne pouvons pas être reprochés des infractions poursuivies. À défaut, Monsieur le Président, je vous prie de faire application de l'article 59. À défaut du défaut, mes confrères plaideront les circonstances atténuantes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour,
Je ne peux pas intervenir ici pour le lieutenant Bobo, parce que l'avocat assiste, il ne représente pas. Je ne peux pas intervenir ici, Monsieur le Président, pour Émile Guilavogui, Monsieur le Président, parce que ma mission dans un procès pénal, surtout criminel, ne peut être acceptée légalement que lorsque l'accusé est dans la salle, Monsieur le Président. Après la rubrique des complices, et un tout petit peu en arrière, Monsieur le Président, le commandant AOB est reproché de régionalisme, mais je vous précise qu'il a épousé une femme Soussou. Lui-même, il est Peul. Ses enfants sont épousés pêle-mêle. La Guinée, c'est une famille. Lui, il ne peut pas prôner le régionalisme. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, sont poursuivis par devant votre Cour pour complicité. M. Baba Ali Moubari, Almami Agibou, la liste est longue, mais je l'avais déjà cité. Monsieur le Président, j'ai jeté coup d'œil un peu dans la doctrine et la jurisprudence. J'aurais pu faire mieux. Comme vous le constatez, je suis dans la douleur. Mon état de santé, en tout cas en ce qui concerne mon bras, m'empêche, Monsieur le Président, d'aller au fond. Sinon, je vous aurais promis une plaidoirie de 5 à 6 jours, Monsieur le Président. C'est sûr. Parce qu'à cette phase-là, nous devons chercher à vous convaincre. Donc, Monsieur le Président, malgré mon état, ma douleur, je ne me préoccupe pas de ma douleur. Je me préoccupe du sort de mes concitoyens qui sont en prison. Dont certains sont poursuivis pour complicité. La complicité, Monsieur le Président. Permettez-moi, à cette phase, de convoquer l'article 51 du Code pénal. Monsieur le Président, qui définit clairement la complicité comme étant, Monsieur le Président, la participation d'une personne en pleine connaissance de cause à la commission d'une infraction dont une autre personne est l'auteur principal, Monsieur le Président. En d'autres termes, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. On considère les 17 personnes-là comme étant des complices des 4 autres personnes. Monsieur le Président, telle n'est pas la réalité. Non, non et non, Monsieur le Président. Les 17-là ne sont pas complices des 4 autres qui n'ont pas d'ailleurs commis les infractions reprochées. Parce que pour la complicité, il y a des conditions. Monsieur le Président, selon les prévisions de l'article 51 du Code pénal, la complicité d'un crime ou d'un délit, en tout cas, selon les prévisions de cette disposition, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation. Selon le Code pénal, Monsieur le Président, l'article 54 pose les actes, les comportements qui rentrent dans les prévisions de la complicité. Monsieur le Président, l'article 54 du Code pénal. Au terme de cet article, Monsieur le Président, permettez-moi de rechercher
l'article. Du code pénal, très bien. Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou délit. Alinéa 1. Ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité et de pouvoir, machination, artifice, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. Alinéa 2. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'il devait y servir. Monsieur le Président. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite et de réunion. Monsieur le Président, la loi est claire. Les 17 personnes poursuivies pour complicité, Monsieur le Président, n'ont posé aucun de ces actes-là prévus par la loi, pouvant, Monsieur le Président, les retenir dans les liens de la complicité. Monsieur le Président, le code pénal est complété par la doctrine et la jurisprudence. Selon la doctrine et la jurisprudence, la complicité en droit pénal général, Monsieur le Président, suppose forcément la réunion de 3 éléments. Un élément préalable, un élément matériel, une intention coupable. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Monsieur le procureur général, selon la doctrine et la jurisprudence, le complice est présenté comme celui qui participe à l'infraction commise par un autre. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le procureur général. Non, Madame les assesseurs. Non, honorable membre de la Cour. Les 17 personnes n'ont pas participé à la commission d'une quelconque infraction poursuivie contre les auteurs qu'on a qualifiés de principaux. Non et non. Monsieur le Président, étymologiquement et en éclair, le mot complice vient de complexe. Complexis, Monsieur le Président. En d'autres termes, c'est celui-là qui s'unit à l'infraction d'un autre. C'est celui-là qui s'unit à l'infraction d'un autre. Il vient en appoint, en appui à la commission de l'infraction par une autre personne. Monsieur le Président, notre droit pénal guinéen, dandinant, Monsieur le Président, mais avançant sûrement, consacre cette définition profane de la complicité, qui n'existe qu'à partir d'un fait principal punissable, auquel le complice est venu s'associer. Plus techniquement, on dit que la complicité est accessoire. En d'autres termes, que la criminalité du complice est une criminalité d'empreinte, ou qu'elle réalise une empreinte de criminalité. Monsieur le Président, je n'enseigne cela à personne. Je plaide. Mais je ne peux le faire avec la doctrine et la jurisprudence. Qu'on ne me dise pas que je suis à la fac, Monsieur le Président. Je suis loin de la fac, Monsieur le Président.
Et aucun avocat ici n'a traversé la fac en courant, hein, Monsieur le Président. Nous estimons aussi qu'aucun magistrat n'a traversé la magistrature. Vous êtes tous honorables et respectables magistrats de ce pays. Monsieur le Président, la doctrine et la jurisprudence exigent que toute complicité suppose une infraction commise à titre principal par un autre que le complice. Cela est extrêmement important. Ici, un de mes confrères avait dit qu'en droit, on ne peut pas dire complice du complice. C'est vrai. Cela avait fait rire le parquet général, mais je le rappelle que Sawyer, dont il aime tant, qu'il épouse tant, et je crois qu'il doit avoir la 16e ou 18e édition. Moi, j'ai ici la 28, c'est récent, hein, Monsieur le Président. Dit que, Monsieur le Président, toute complicité suppose une infraction commise à titre principal par un autre que le complice. Donc, on ne peut pas être complice du complice. Et dans le cas d'espèce, les Allemands Miyagibou, Baba Alimou, Al-Mamadou Alpha sont considérés comme complices de Mme Fatou Badiar. Donc, complice du complice. Le dossier tombe, Monsieur le Président. Le dossier tombe automatiquement. Parce qu'en droit, cela n'est pas possible. Monsieur le Président, cela n'est pas possible. On a toujours dit ici que Mme Fatou Badiar Diallo avait pour complice ces noms que je viens de citer. Non, Monsieur le Président, c'est une mauvaise qualification. Monsieur le Président. Ailleurs, une telle présentation d'un dossier par le procureur général, Monsieur le Président, conduit directement le dossier aux archives nationales. Et moi, je pense qu'en fin de procès, ces dossiers que vous avez, Monsieur le Président, parce que vous ne rentrerez dans la salle de délibération qu'avec l'arrêt de renvoi, le dossier sera là. Je pense que ce dossier sera classé aux archives nationales. Et comme le procureur général d'ailleurs a une copie, il retournera une copie de ce dossier au commandant Gabriel, qui le retournera à M. Fabou, et ils bâtiront leur histoire sur ce dossier-là, Monsieur le Président. Parce qu'en réalité, ce dossier ne renferme aucune infraction, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, la jurisprudence et la doctrine pensent que l'infraction punissable à laquelle se rattache la complicité peut consister en une tentative. D'où, d'ailleurs, la complicité de la tentative punissable. La complicité de la tentative punissable. Il n'y a pas de tentative de complicité, mais complicité de tentative. Ça, tout le monde doit le connaître, le savoir. Monsieur le Président, les dérogations à l'existence d'un fait principal punissable sont relatives à la provocation, même infructueuse, à commettre une infraction. C'est le cas, par exemple, de l'incitation au suicide. Celui qui incite une personne à se suicider peut être poursuivi pour complicité, Monsieur le Président. De même, pour l'incitation à l'assassinat, on parle de complicité autonome. En réalité, c'est la culpabilité du provocateur, puisqu'elle existe indépendamment de tout acte punissable et extérieur, Monsieur le Président. Donc, en réalité, la complicité ne peut se concevoir qu'avec l'existence d'un fait principal punissable. Ce fait principal, s'il existe, il n'est pas imputable aux auteurs qualifiés de principaux dans cette affaire. Conséquence, le premier élément constitutif de la complicité n'est pas au rendez-vous, Monsieur le Président. N'existe pas dans le cas d'espèce. Le fait principal, c'est le texte. Le fait principal, c'est l'infraction principale. Mais en espèce, Monsieur le Président, faut-il encore que ces infractions-là soient imputables à nos clients? Si ces infractions ne sont pas imputables à nos clients, il va sans dire que les personnes qui sont poursuivies à leur suite pour complicité ne peuvent être poursuivies de ce chef, Monsieur le Président. Ensuite, pour qu'il y ait complicité, il faut l'élément matériel de la complicité.
Et la jurisprudence et la doctrine sont claires. Elles retiennent deux types de complicité. La complicité par collaboration et la complicité par instigation sur le président. Au terme d'une analyse jurisprudentielle et doctrinale, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment sur le président, sciemment par aide, assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une infraction sur le président. Les 17 personnes poursuivies pour complicité sur le président n'ont rien facilité en ce qui concerne la commission de ces infractions. En tout cas, la preuve n'a pas été rapportée ici. Exemple. Aide ou assistance dans la préparation, prêt d'armes au meurtrier pour qu'il accomplisse le meurtre. Fourniture d'une photographie pour la production d'infos. Ici, selon la doctrine, le fait du complice est antérieur au fait principal punissable. La prestation du complice est dans ce cas matériel. Il peut aussi s'agir d'une complicité intellectuelle. Fourniture de renseignements sur la sécurité d'un site, sur le président. Donc, il ne saurait être établi ici que nos clients ont donné des armes, ont facilité par quelque moyen que ce soit sur le président la commission des infractions reprochées sur le président. La preuve n'a pas été rapportée. Il y a la complicité par instigation. Et complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir auront provoqué à une infraction ou donné à commettre. Ici, le fait du complice est nécessairement antérieur au fait principal punissable. Ainsi, le recrutement d'un tueur en gage. Le recrutement d'un tueur à gage sur le président est un exemple de provocation. Ainsi, la livraison du mode d'emploi qui permet de pénétrer frauduleusement un système informatique. Ici, l'instigateur échappe à la répression par faute d'un fait principal punissable. Il ne s'agit alors que d'une tentative de complicité, qui n'est pas punissable à l'inverse de la complicité de tentative, laquelle tombe sous le coup de la loi pénale. Sur le président, l'acte matériel de complicité, selon le code pénal, selon la jurisprudence, selon la doctrine, n'est pas constitué contre les 17 personnes qualifiées de complices. Conséquence, la complicité tombe. L'intention coupable, Monsieur le Président, est-ce que ces 17-là ont agi en toute connaissance de cause? Avoir l'intention, selon la doctrine, c'est agir. À dessein. C'est avoir, Monsieur le Président, agi de façon expresse. Prendre sciemment part à la participation de l'infraction qu'un autre va commettre. Or, parfois, celui qui accomplit, Monsieur le Président, un acte matériel de complicité peut le faire par naïveté, Monsieur le Président, par mégarde. À supposer même que je me mette dans la logique du procureur général. Le jeune, le beau jeune, qui est à l'angle, Monsieur le Président, Monsieur Mamadou Aliou Bari, Mamadou Alpha Bari, Alpha Aliou Bari, qu'on reproche d'avoir transporté des véhicules, Monsieur le Président, à cause, Monsieur le Président, à supposer même qu'on se mette dans la logique du procureur général. Un seul exemple, l'aurait fait par naïveté et par mégarde. Naïveté et mégarde. C'est dans la compagnie de routine. Mon ami, accompagne-moi. On va déposer ces véhicules à cause. Sans savoir, Monsieur le Président,
à quoi ces véhicules pouvaient servir. Surtout que ces véhicules n'ont servi à rien. Même s'il faut le retenir pour ça, parce que lui, il est là pour ça, pour avoir conduit ces véhicules, sur le président. Et je reviendrai sur son cas. S'il a fait, la jurisprudence et la doctrine disent que l'intention coupable fait défaut par mégarde et naïveté sur le président. Ça, c'est important. Ce jeune-là, sur le président, il est super sauvable dans cette affaire. Monsieur le Président, en tout cas, sans penser à mal, cela se conçoit difficilement, Monsieur le Président. Il faut retenir qu'en revanche, dans le cas d'une complicité par collaboration, la bonne foi n'est pas exclue. La bonne foi n'est pas exclue, Monsieur le Président. C'est le cas d'un routier qui transporte des marchandises illicites, placées dans son camion à son insu, Monsieur le Président. C'est pourquoi la loi exige que le complice ait sciemment agi pour atteindre l'infraction. En tout cas, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, telle est la position communément exprimée par les pénalistes et doctrinaires Bernard Bullock, Maritini Mastopoulos, dans leur ouvrage Droit pénal général et procédure pénale, 17e édition. Jean-Claude Sawyer, pour faire plaisir au procureur général, dans sa 18e et 21e édition. Michael Benilouche, leçon de procédure pénale. Monsieur le Président, 21e édition. Monsieur le Président, voici campé ce que c'est que la complicité. Défini dans ses moindres détails ce que c'est que la complicité. Ces détails, Monsieur le Président, cette définition de la complicité, ces ramifications doctrinales, Monsieur le Président, peut-on analyser point par point le comportement individuel des accusés pour voir si ces comportements peuvent se marier, Monsieur le Président, avec un acte de complicité? Est-ce que leurs agissements correspondent, en d'autres termes, à la violation de l'article 51? Je dis non. Et pour ce faire, je m'en vais, Monsieur le Président, entrer dans l'étude cas par cas, Monsieur le Président, des différents accusés poursuivis pour complicité. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, 1. Baba Alimou Diallo Bari. Baba Alimou Bari. Monsieur le Président. Baba Alimou Bari est considéré comme étant complice de madame, complice dans cette affaire. Monsieur le Président, Baba Alimou Bari a été suffisamment entendu à cette barre. Succinctement, ce jeune qui est à la fleur de l'âge, Monsieur le Président, il n'est même pas marié, hein. Je ne pense même pas s'il a un enfant. Il est à la fleur de l'âge, Monsieur le Président. Ce jeune Guinéen a opté pour l'UFDG. Ça, c'est libre et ce n'est pas punissable. Il est influent dans sa zone. C'est un mobilisateur. Il se bat pour la cause d'un parti politique. Monsieur le Président. Comme d'ailleurs dans tous les partis politiques. Il y a ce qu'on appelle, enfin, moi personnellement, je ne connais pas la structure des partis politiques, parce que moi, pour le moment, mon parti politique, c'est le code, mes dossiers et le conseil de l'ordre.
Le Conseil de l'ordre qui est mon parti politique, Monsieur le Président, et de façon générale le barreau, pour le moment. Mais dans tous les partis politiques, il y a ce qu'on appelle l'organisation des jeunes. Ce n'est pas Direction nationale de la jeunesse, de ceci, de cela. Oui, Monsieur le Président, on ne peut pas faire la politique sans la jeunesse. Donc ce jeune-là est membre actif de l'UFDG, qui opère à Bambeto, Koloma. En tout cas, c'est un mobilisateur pour conquérir le pouvoir par les urnes, Monsieur le Président.